Quels usages de la finance décentralisée en Europe? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'écho des cryptos. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Bourdiat. Bonjour Alexis Bourdiat. Bonjour Nicolas et merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de Ready et le sujet qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'était comprendre un petit peu, effectivement, on parle beaucoup de finances décentralisées, on parle beaucoup de crypto-monnaies, crypto-actifs, mais on a parfois un peu de mal à comprendre quels sont les usages qu'on peut faire d'un système de finances décentralisées sur le sol européen. Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut réellement faire sur le sol européen, Alexis Bourdiat? Alors, vous l'avez mentionné, en fait, on parle d'un système de finances décentralisées. Qu'est-ce que la finance décentralisée aujourd'hui? En fait, la blockchain, elle permet beaucoup d'usages et de réduire les intermédiaires grâce à un registre où les transactions sont immuables, donc elles sont définitives, où les transactions sont transparentes et publiques. Bien sûr. Donc ça élimine des intermédiaires comme des banques, par exemple. Aujourd'hui, les banques dans l'écosystème traditionnel, elles servent quand même à beaucoup de choses. Oui, bien sûr. Oui. À beaucoup d'usages. Donc, par exemple, faire du change entre devises, faire des prêts, du crédit. Gérer des dépôts. Gérer des dépôts. Et donc, tous ces usages, en fait, il faut qu'on les recrée sur la finance décentralisée. D'accord. Pour permettre à toutes les transactions financières de se dérouler sans problème sur la blockchain. Donc, c'est un deuxième monde financier qui se crée quelque part, mais décentralisé. Exactement. Avec pourtant des usages, les usages finalement gérés par des institutions centralisées en finance traditionnelle. Il faut qu'on retrouve ces mêmes usages en finance décentralisée. Exactement, mais sans intermédiaire. Donc, en fait, ce sont directement les utilisateurs qui disposent de liquidités qui peuvent verrouiller un peu leur liquidité sur un certain cas d'usage, donc soit le change entre un cryptoactif A et un cryptoactif B, soit par exemple le prêt-emprunt, mais avec une garantie en face. Et pour ces cas d'usage-là, quand ils fournissent leur liquidité, ils perçoivent un rendement. D'accord. Donc aujourd'hui, pour remplacer les activités économiques qui sont nécessaires aux transactions financières sur la blockchain, on a des utilisateurs qui font ce rôle d'intermédiaire pour fournir la liquidité, pour permettre justement au système financier décentralisé de se dérouler sans accroc. Quand vous dites utilisateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire entrepreneurs, sociétés qui se sont développés dans un écosystème de finances décentralisées, ou on parle d'utilisateurs bénévoles quelque part qui acceptent de gérer ce rôle? En fait, aujourd'hui, il y a ces deux types d'acteurs. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont créé des protocoles, souvent décentralisés, donc ils ont créé toute l'infrastructure, ils l'ont mise à disposition des utilisateurs. Les utilisateurs, ce sont des utilisateurs qui s'intéressent à l'écosystème crypto-monnaie et qui perçoivent des opportunités de rendement. Aujourd'hui, ces rendements, ils sont décorrélés. On fournit un actif A contre un actif B. Souvent, c'est un stablecoin lié au dollar et on perçoit du rendement en dollars. D'accord. Et donc aujourd'hui, pour bien comprendre, ça veut dire qu'on a une crypto-monnaie ou un crypto-actif A, donc ça, très bien. Alors, pas Bitcoin, mais donnons un autre nom. Si, ça peut être du Bitcoin contre du dollar, par exemple. D'accord. Enfin, contre un stablecoin dollar. Tout à fait, contre un stablecoin dollar, ou contre un stablecoin euro, ou n'importe quel crypto. Et là, le change est rémunéré pour passer d'une crypto à une autre, et c'est là où potentiellement on peut avoir du rendement lorsqu'on est sur ce type d'activité. C'est ça? D'accord. Alors, ça vient avec des risques. Il y a un risque directionnel qu'on peut contrôler, qu'il faut maîtriser. Le risque directionnel, c'est quoi? C'est l'évolution la valeur des deux actifs qu'on met dans cette réserve de liquidité. Mais en tant qu'investisseur, on met 50% en Bitcoin dans l'exemple, 50% en dollars. Et puis, donc, tous les investisseurs peuvent mettre ça en commun dans une réserve. Et les utilisateurs, quand ils ont besoin de faire une opération de change entre ces deux cryptoactifs, ils viennent en déposer un, en reprendre un. D'accord. Et le mécanisme de fixation du prix est automatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un réponde « OK, on valide la transaction ». L'utilisateur réalise sa transaction, le change est fait. C'est le principe de la décentralisation. D'accord. Et en face, du coup, les investisseurs qui placent leur liquidité dans ce type de produit, ils doivent évaluer les risques qui sont liés à ce type de produit parce qu'effectivement, derrière les utilisateurs, c'est du code informatique, ils utilisent les fonctionnalités qui sont développées. Donc nous, on regarde vraiment quels sont les niveaux de risque sur ces différents produits. D'ailleurs, aujourd'hui, d'autres types de produits intéressants, ce sont les prêts-emprunts que je pourrais évoquer, mais en fait, on met en collatéral un actif qui est surcollatéralisé, donc il y a une garantie plus importante. D'accord. Et
il y a un risque, le risque que l'emprunteur ne repaye pas son prêt est mitigé par le fait qu'il y a un collatéral qui est plus important. Une sorte de garantie, quelque part. Okay. Comme un crédit lombard en finance traditionnelle. Pour bien comprendre, quand vous parlez de produits, ça veut dire qu'on parle de produits d'investissement ou ça veut dire qu'on est dans une stratégie d'acquisition de différentes cryptos et ensuite de jouer sur les taux de change pour potentiellement générer du rendement? Non, c'est pas ça, c'est pas l'équivalent du Forex. C'est pas ça. Alors on peut tout faire, on peut développer des stratégies, mais c'est pas ce dont vous nous parlez là. Oui. Aujourd'hui, ce sont des stratégies comme une activité bancaire. Lorsqu'elle réalise, lorsqu'elle enregistre des dépôts et qu'elle réalise des crédits, elle gagne sur sa marge d'intermédiation. Bien sûr. Aujourd'hui, du coup, les applications décentralisées qui sont créées, par exemple, proposent un taux d'intérêt, demandent un taux d'intérêt à l'emprunteur, fournissent un taux d'intérêt un tout petit peu inférieur au prêteur. D'accord. Et donc, de manière décentralisée. Et donc on peut devenir prêteur, en fait, c'est ce que vous nous dites. Prêteur, voilà. D'accord. On peut devenir prêteur de manière transparente et on peut choisir l'actif qu'on veut en collatéral. Et en fonction des protocoles, il y a différents risques à analyser. Et aujourd'hui, par exemple, sur ces produits-là, le rendement donc ces produits prêt-emprunt, ils se font souvent en dollars. Les acteurs apprécient beaucoup emprunter du dollar. D'accord. Aujourd'hui, il y a 30 milliards de dollars qui sont dans ces réserves de prêt-emprunt pour des rendements entre 5 et 12%. Ça fluctue et ça dépend vraiment des conditions de marché. Mais nous, on arrive à analyser les risques et à considérer les bonnes opportunités de rendement sur ces sujets. Et aujourd'hui, il y a 7 millions d'utilisateurs en Europe sur la finance décentralisée. On n'aura pas forcément le temps de parler d'un troisième dispositif qui est le stacking, mais qu'on a déjà évoqué dans l'émission. Mais si on reste effectivement sur ces transactions Bitcoin dollar ou en tout cas stablecoin dollar ou sur ces prêts et emprunts, quel impact si Bitcoin caracole en tête des graphes ou au contraire s'effondre momentanément sur l'année 2025? Alors, par exemple, sur le prêt-emprunt, donc un emprunteur qui met un Bitcoin en collatéral, il pourra, si le Bitcoin il vaut 100 000 $, il ne pourra emprunter que 75 000 ou 80 000 $. D'accord. Et le système, donc c'est vraiment du code sur la blockchain. Dès que le Bitcoin franchit à la baisse 90 000 $, le prêteur peut saisir le Bitcoin, le vendre en une transaction auprès de l'autre produit qui sont les liquidity pools, les réserves de liquidité pour faire le change. Donc il le vend instantanément en utilisant ces mécanismes finance décentralisés et il récupère le dollar plus une petite prime de liquidation parce que pour pénaliser le Bitcoin, pas le dollar. Non, il récupère le Bitcoin et il le change tout de suite en dollars. Ah, il récupère ensuite la somme en dollars. Oui, d'accord. Pour couvrir le prêt qu'il a fait. Donc en fait, il y a des mécanismes vraiment de liquidation qui font que c'est comme un crédit lombard. Il faut tout le temps que la collatérale ou du repo en finance traditionnelle, il faut tout le temps que le collatéral soit supérieur au montant emprunté. Et donc pour le prêteur, il bénéficie vraiment de mécanismes pour mitiger ces risques de crédit. Après, il a besoin de mitiger d'autres risques comme le risque de liquidité. Voilà. Et puis tout rendement appelle aussi un niveau de risque. Et ça, c'est le même fonctionnement, quel que soit le type de finance et d'investissement dont on parle. Il y a toujours ce couple rendement-risque. Merci beaucoup, Alexis Bourdiat, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je vous rappelle que vous êtes le fondateur de Ready. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.